7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, il ne reste que 5 jours. Et oui, c'est la dernière ligne droite avant les élections européennes et tous les candidats se sont affrontés une dernière fois à la télévision pour tenter de grappiller encore quelques points à 5 jours du scrutin. Et autant dire que rien n'est joué. C'est vrai que cette semaine, la liste Glucksmann ne progresse plus. Et puis, pour les 4e places, on voit bien que là, il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de volatilité, de fluidité, notamment chez les électeurs de gauche. Il y a beaucoup d'électeurs qui hésitent encore entre la liste Aubry, la liste Glucksmann, la liste Europe Écologie Les Verts. 2 chiffres pour cela. D'abord, un électeur sur 3 nous dit qu'il pourrait changer d'avis d'ici dimanche prochain, c'est évidemment très important. Et 12% de ceux qui disent qu'ils vont aller voter disent qu'ils se décideront le dernier jour ou la veille. Donc vous voyez, c'est un petit peu le cauchemar pour les sondeurs d'avoir cette volatilité, mais c'est habituel pour une élection européenne. Et quand je dis tous, ce n'est pas vraiment le cas. Comme toujours, les listes souverainistes, dont celle de Florian Philippot ou de François Asselineau, n'ont pas une seule fois été conviées aux différents débats, alors même que le candidat communiste n'est crédité que de 2% dans les sondages. Une injustice désormais rituelle dans ces élections qui sont désormais régies par la fameuse règle de l'équité et non plus de l'égalité de temps de parole. Un moyen de plus pour empêcher certaines voix de s'exprimer, notamment les frexiteurs. Et donc à la place, on se contentera de la tête de liste macroniste Valérie Yeye qui, une nouvelle fois pendant ce dernier débat, nous aura fait l'honneur de sa plus belle répartie en répondant à une Française en difficulté pour payer le contrôle technique de sa voiture. J'ai vu que Fabienne, elle avait une voiture. Et dans le reportage, il était dit que sa préoccupation, c'était de payer le contrôle technique. Je ne sais pas si Fabienne, probablement, a une voiture thermique. Eh bien, une mesure de pouvoir d'achat aussi, c'est d'aller vers la voiture électrique abordable pour les Français. Aujourd'hui, un prix d'essence, enfin l'essence, c'est pas dans la responsabilité du Parlement européen, on ne pourra pas faire changer le prix de l'essence, c'est une réalité. Et il faut dire aux Français que le prix de l'essence ne va pas baisser. D'accord. Demain, mais on sait que les voitures électriques sont très chères, madame. Demain, on accélère. Elle va l'acheter comment, la voiture électrique, madame? Demain, on accélère. Et quel argent? Elle n'aura pas l'argent. Demain, on accélère. Est-ce que vous pourriez me permettre de continuer? Voilà, donc cette réponse plus que déconnectée révèle un amateurisme et un manque cruel d'empathie face à la détresse d'une citoyenne qui doit faire face aux conséquences de 7 ans de politique macroniste. Et en 5 jours de scrutin, la candidate commence sérieusement à inquiéter son propre camp qui désormais se permet tout pour, à tout prix, éviter la 3e place, y compris interrompre une interview en plein direct, comme sur France Info hier, où le Premier ministre s'est carrément invité sur un plateau de télévision pour secourir sa tête de liste visiblement en grande difficulté. Attention, séquence malaise. Une voix qui porte et créer les moyens de la force qu'on doit avoir avec l'OTAN. Si vous le permettez, on peut accueillir Salia Marakia qui est accompagnée de son invité, Gabriel Attal, Premier ministre, qui a tenu à venir sur la scène de l'auditorium de la Maison de la Radio. Bonjour, je vous interromps quelques secondes parce qu'effectivement j'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie. Je crois que je le connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Monsieur le Premier ministre. Salut Gabriel. Ça va, tu vas bien? Ouais, très bien. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Monsieur le Premier ministre. J'étais en interview juste au-dessus à l'instant. C'est complètement imprévu. On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui, et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement, je les vois, et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie, à un moment où les élections européennes approchent. Dimanche prochain, les Européens seront appelés à se prononcer. Ça fera donc 2 fois que Gabriel Attal intervient directement dans une élection au détriment de sa propre candidate. On se souvient du débat Attal-Bardella sur France 2 qui n'avait aucune raison d'être organisé sauf pour faire une belle affiche et bien sûr de l'audience. On se souvient aussi du coup de gueule magistral de François-Xavier Bellamy qui dénonçait avec raison ce braquage démocratique. Eh bien, ce même François-Xavier Bellamy a assisté à la scène que vous venez d'entendre. Et bien sûr, ça l'a plutôt mis en colère. Bon, juste, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé sur cette scène il y a quelques minutes à peine. Il y a une grande différence avec la liste de Renaissance, c'est que chez nous, c'est les candidats qui font campagne. Valérie Yeye était à votre place il y a quelques minutes. D'accord, mais enfin, on a vu quand même le nouveau joker « J'appelle un ami » qui semble être de plus en plus utilisé par la candidate de la majorité. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit que des amis, parce qu'en réalité, moi je veux vous dire, je suis peiné qu'il y ait des gens qui manifestement autour d'elle ont l'impression qu'ils font mieux campagne qu'elle. Moi j'ai du respect pour Valérie Yeye, et je pense que quand on a une candidate et qu'elle est tête de liste,
La moindre des choses, c'est de laisser la candidate faire campagne. Et j'aimerais bien comprendre comment ça se passe concrètement. Vous avez le Premier ministre qui est dans le couloir, qui dit j'ai envie de passer à la radio sur le service public, allez hop, j'arrive. Alors, il était invité du 8h30 France Info, de 8h30 à 9h. Du coup, il peut s'inviter dans toutes les émissions de la Maison de la Radio en temps réel, comme il veut. Demain, là, il pousse il pousse la porte de France Inter, il va derrière le micro. Comme le président de la République jeudi, il dit voilà, j'ai envie de parler. Jeudi, 24 heures avant la fin de la campagne officielle, je prends tous les JT. Toutes les chaînes d'info continuent. Il ne la soutient pas de cette manière, vous trouvez ? C'est pas une manière de la soutenir ? Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'il y a une forme de mépris là-dedans. Nous voilà donc prévenus sur ce que Macron est capable de faire pour remporter une élection, ridiculiser sa propre tête de liste en pleine interview ou accaparer les plus grandes chaînes à 3 jours du scrutin pour un discours sur les conflits à Gaza et en Ukraine. Je me demande donc légitimement à quoi il est vraiment capable pour parvenir à remporter une guerre qui ne le concerne pas directement, surtout en Ukraine où on voit une accélération des tensions et un accroissement des risques après ces déclarations de plus en plus inquiétantes. Et entre la voie de la négociation ou de la guerre, on sait désormais vers quel camp penche le président de la République, comme l'explique Michel Onfray. Emmanuel Macron a choisi le camp de la guerre, franchement de la guerre, et de l'escalade dans la guerre. Il aurait pu choisir le camp de la paix, c'est-à-dire de la négociation. Il y a des possibilités d'imaginer une issue, en se disant c'est un peu catastrophique pour tout le monde. Ce qui se passe sur le terrain, beaucoup de morts, beaucoup de civils, évidemment, ce sont toujours les civils qui font les frais des guerres des militaires. Et il y a un moment donné où on doit pouvoir dire, et si nous envisagions une solution politique, diplomatique, etc. Je sais bien qu'Emmanuel Macron n'aime pas les diplomates. Les diplomates sont des gens plus intelligents que lui qui pourraient lui faire de l'ombre. Donc il détruit la diplomatie française en disant on n'en a plus besoin. Jadis, on pouvait même nommer des copains comme diplomates en disant ça suffira bien. Et il y a un moment donné où, évidemment, quand on a détruit la diplomatie française, quand ce qu'il en reste est considéré quasiment comme nul et non devenu, on dit c'est moi qui règle le problème. Je suis le chef, c'est moi. Et donc, la réalité, hein, c'est la cinquième. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est le pire de la cinquième. C'est-à-dire des présidents de la République qui n'ont pas compris qu'ils étaient mandatés par le peuple et qu'ils étaient ce que le peuple voulait d'eux. Ils ne sont pas là pour se servir du peuple, ce que fait Macron, mais pour servir le peuple. Et pour ces élections, on sent bien que tous les coups sont permis pour nuire à l'adversaire, comme cette mystérieuse publicité financée par on ne sait qui et diffusée massivement sur YouTube avant qu'une vidéo ne démarre. Bonjour, moi c'est Madame Efficace. Et moi, Monsieur Droite Extrême. T'as pas l'impression de te faire manipuler ? Manipuler ? Moi ? Par qui ? Par les Russes. Ils auraient pas financé l'une de vos campagnes ? Mais je reste totalement indépendant. Ça se voit, non ? Pas vraiment, non. Voilà, comme je le disais, on ne sait toujours pas comment et grâce à qui cette publicité a pu voir le jour. Une chose est sûre, je doute que le responsable soit un électeur du Rassemblement national. Je doute même qu'il ait son diplôme en communication, Moi si aussi. vous voulez tout savoir. Et de bon acteur aussi, de comédien. Et vous terminez cette chronique par une autre séquence malaise d'ailleurs, Louis. Oui, les macronistes ont tendance à nous faire la morale sur tout un tas de sujets et prenaient la vertu en permanence tout en menaçant de sanctions celui qui n'obéira pas correctement. Mais quand ils sont eux-mêmes accusés, souvent de faits graves, là, il n'y a plus personne et on passe à autre chose. Vous vous souvenez peut-être de l'ancienne députée macroniste Laetitia Avia qui avait déposé une loi très liberticide contre la haine en ligne et qui avait elle-même été condamnée en première instance à 6 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral. Et bien désormais, grâce à la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, nous avons droit à un nouvel épisode. En l'espace de quelques jours, vous avez perdu la quasi-totalité de votre cabinet, soit 7 collaborateurs, qui pointent tous un comportement problématique de votre part, évoquant notamment des insultes, putes, cons, débilos et autres, et de la souffrance au travail, la lutte contre le harcèlement étant un des piliers de la politique actuelle du gouvernement dont vous êtes la porte-parole. Comment justifiez-vous de tels comportements ? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'ai aucun commentaire à faire. Malgré le fait que Matignon ait été mis je viens de vous répondre. Par des signalements écrits, j'ai une relance par des signalements écrits, est-ce que vous avez été convoqué par le Premier ministre pour discuter de ça ? Je viens de vous répondre. C'est pas assez important pour justifier vos comportements. Merci madame. Et cette arrogance et cette manie qu'ont les macronistes de tout se permettre pour obtenir ce qu'ils veulent illustrent à merveille leur vision autoritaire d'une politique stricte qui s'abat systématiquement sur les plus pauvres. On le voit notamment avec la réforme de l'assurance chômage. Reste à savoir si, pour le scrutin de dimanche, cette stratégie sera payante. Merci beaucoup Louis pour cette chronique.